Circuiter les défenses. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte qui s'intitule « Regarde-toi dans les yeux ». Mhm. C'est tiré d'un recueil « L'appel à la résilience intérieure » et c'est un texte qui interpelle vraiment directement, hein. Oui, très personnel. Très personnel, voilà, il s'adresse à quelqu'un qui se sent épuisé, découragé. Alors notre objectif, ça va être d'aller au cœur de ce message sur la résilience, d'en extraire un peu les clés, les pépites. Comprendre le mécanisme proposé. Exactement. Comment retrouver force et espoir quand c'est difficile? Et d'ailleurs, l'accroche, elle est immédiate. Regarde-toi dans les yeux. Oui, toi. Et ça pose le ton direct. Oui, tout à fait. Et cette interpellation directe, c'est assez typique d'une approche qui cherche un peu à court-circuiter les défenses, ou ce sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir. Hmm. Dans une période où beaucoup peuvent se sentir dépassés, ce genre de message centré sur les ressources qu'on a en soi, ça trouve un écho, c'est certain. Oui, L'originalité, peut-être, c'est cette insistance sur ce qui est déjà là, en nous. en soi. Voilà. Même quand tout semble indiquer le contraire, quoi. C'est une invitation à regarder d'abord à l'intérieur, avant de chercher des solutions à l'extérieur. Alors ce qui frappe vraiment d'emblée, c'est que le texte, il ne cherche pas du tout à minimiser la souffrance, hein. Non, pas du tout. Il n'y a pas de solution miracle, genre on efface tout. Au contraire, on dirait que la première étape, la base, c'est de valider la difficulté. Honnêtement. Oui. Il commence en disant « Je sais que ce n'est pas facile, je vois ta fatigue, je sens ton découragement ». Pourquoi c'est si important de commencer par là, par cette reconnaissance, plutôt que de dire « Allez, faut aller mieux ». C'est absolument fondamental pour toute démarche de changement ou de guérison même, en validant la difficulté. Comme ça, sans jugement, avec ces mots simples, je vois, je sens, le texte, en fait, il crée un espace de sécurité. D'accord. Il dit de manière implicite, ce que tu ressens, c'est légitime, c'est pas une erreur ou une faiblesse. Oui. Et cette validation, elle permet de commencer à observer un peu la douleur, la fatigue, sans être complètement submergé. Prendre un peu de dispense. Voilà, exactement. Et c'est là qu'intervient cette distinction que vous mentionniez qui est clé. Tu n'es pas défini par ce que tu as traversé. Ah oui. La douleur fait partie de ton histoire, mais elle n'est pas ton identité. C'est crucial de séparer l'expérience vécue de l'essence de la personne. Ça ouvre la possibilité de ne pas rester coincé, figé dans cet état. C'est reconnaître le poids, oui, mais sans le laisser tout écraser, quoi. Toute perspective d'avenir. D'accord, donc une fois que cette douleur est reconnue, acceptée comme faisant partie du paysage mais sans tout définir, où est-ce qu'il nous emmène ce texte? Alors, Vers quelque chose de très concret, j'ai l'impression, presque primitif, le corps, le souffle. exactement. Il dit ton cœur bat, ton souffle est là. Une évidence mais présentée comme un point d'appui. Ouais. Et rien que ça, c'est déjà une preuve que la vie circule encore en toi. C'est ça. Il y a même cet exercice tout simple, inspire lentement, retiens un instant, puis relâche. On revient vraiment aux fondamentaux de la vie. C'est une technique d'ancrage, oui, très puissante. Justement parce qu'elle est fondamentale. Face au chaos mental, aux ruminations, à l'angoisse qui nous projette dans un futur sombre, la respiration consciente, c'est l'outil immédiat pour revenir ici et maintenant. Toujours disponible. Toujours accessible, gratuit, et avec des effets physiologiques directs. Ça ralentit le cœur, ça apaise le système nerveux. Oui, Et le texte souligne un aspect psychologique qui est important. Rien qu'avec ça, tu reprends déjà le contrôle sur une partie de toi. c'est intéressant ça. Oui, dans une situation où on peut se sentir complètement dépossédé de tout contrôle, reprendre consciemment les rênes de sa respiration, même quelques secondes, Ça redonne un pouvoir? ça réaffirme une forme d'agentivité. Exactement. C'est une façon de dire, même au plus bas, il y a quelque chose que je peux faire. Se reconnecter à ces signaux vitaux, c'est se rappeler qu'on est vivant, et donc capable. Et cet ancrage très physique, très dans le présent, on dirait qu'il prépare le terrain pour une notion plus abstraite, mais centrale, l'espoir. Et là, le texte, il propose une idée forte, presque contre-intuitive, non? L'espoir n'est pas dehors, il est en toi, ici, maintenant. Oui. Il admet qu'il peut être fragile, minuscule, mais il affirme qu'il est là, à l'intérieur. Qu'est-ce que ça change, au fond, de voir l'espoir comme ça, comme une ressource interne à activer, plutôt qu'une attente? Ça change radicalement la posture. On passe d'une attente passive, bon, j'espère que ça va aller mieux, Oui, on attend que ça vienne de l'extérieur. voilà, à une action interne. Je choisis de nourrir l'espoir en moi. Et le texte insiste là-dessus, sur cette responsabilité. Et tu as la responsabilité de le nourrir. Personne ne peut le faire à ta place. Ça peut paraître lourd, dit comme ça. Oui, ça peut sembler lourd,
Mais on peut aussi voir une affirmation de pouvoir personnel, une invitation à chercher activement ce qui, même de façon infime, peut alimenter cette petite flamme. Ça peut être un souvenir, un projet, une qualité qu'on se reconnaît. L'idée, c'est pas d'attendre que l'espoir tombe du ciel ou vienne des autres, mais de le voir comme une graine en soi. Qu'il faut arroser. Exactement. Qu'il faut consciemment arroser, protéger, même quand le climat extérieur ou intérieur est rude. C'est un acte de résistance intime, face au découragement. Cette idée de responsabilité, de pouvoir intérieur, ça pourrait faire craindre un repli sur soi, non? Pourtant, le texte aborde aussi la solitude. Il reconnaît ce sentiment comme si personne ne pouvait vraiment comprendre. Oui. Et c'est là qu'il y a un renversement intéressant sur la force, le courage. Il dit « Tendre la main, parler, chercher du soutien, ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage ». Comment on interprète ça? C'est une déconstruction nécessaire du mythe du héros solitaire, stoïque. Qui endure tout seul. Voilà. Dans beaucoup de cultures, admettre qu'on a besoin d'aide, c'est encore vu comme un aveu d'échec. Et ce texte, il prend le contre-pied total. Il affirme que la vraie force, c'est pas de tout encaisser seul. C'est d'oser être vulnérable. C'est d'avoir le courage de sa propre vulnérabilité, oui. Reconnaître ses limites, oser demander de l'aide, ça demande de l'humilité et de la confiance aussi. Confiance en soi et en l'autre. Confiance en soi pour oser se montrer vulnérable et confiance en l'autre à qui on s'adresse. La phrase « le vrai courage, c'est d'oser dire « j'ai besoin d'aide », elle est très très significative. Elle recadre la demande d'aide. C'est plus une défaillance, c'est une action courageuse, proactive. Et ça ouvre la porte à la connexion humaine comme un pilier essentiel de la résilience. On reconnaît qu'on est interdépendant. C'est un équilibre intéressant, puiser en soi, mais aussi oser aller vers les autres. Et concrètement alors, comment on remonte la pente quand tout semble insurmontable? Le texte propose une approche qui semble à l'opposé des grandes résolutions. C'est la stratégie des petits pas. Oui, tout à fait. Tu n'as pas besoin de tout résoudre d'un coup. Tout commence par un geste, juste un pas. Les exemples sont presque dérisoires. Lève-toi, bois un verre d'eau, écris une ligne, ouvre la fenêtre. Quelle est la logique derrière ça? Ce minimalisme? La logique, c'est celle du déblocage et de la dynamique positive. D'accord. Quand on est épuisé ou qu'on se sent submergé, la moindre tâche, ça peut paraître une montagne. Oui. Donc proposer des actions minuscules, presque insignifiantes en apparence, ça les rend faisables. Et chaque action réalisée, aussi petite soit-elle, un pas, c'est suffisant pour commencer, ça brise l'inertie. Ça remet en mouvement. Exactement. C'est une victoire discrète, comme dit le texte, qui envoie un signal au cerveau. Ah, je peux agir, je ne suis pas complètement paralysé. Et ça s'accumule. Oui, ces micro-succès, ils ont un effet cumulatif. Ils redonnent un peu de confiance, un peu d'énergie, et ça rend le pas suivant légèrement plus facile. C'est une façon très pragmatique de réactiver cette force intérieure qui, selon le texte, est seulement recouverte par la fatigue, par les doutes. On ne vise pas le sommet d'un coup. On se concentre juste sur la prochaine marche, même si elle est toute petite. C'est une stratégie anti-paralysie qui est très efficace. On décompose en fait. On rend les choses gérables. Et une fois qu'on a réussi à faire ses premiers pas, même minimes, le texte introduit une autre dimension là, plus mentale, la visualisation. Oui. Il invite à s'imaginer dans le futur. Imagine-toi dans quelques jours, dans quelques semaines, debout, la tête haute, tu as traversé ces moments sombres. On parle de visualiser un soi plus confiant, plus apaisé. En quoi cet exercice mental peut aider concrètement? Alors, la visualisation positive, c'est une technique qui agit sur plusieurs niveaux. D'abord, ça permet de créer une image mentale d'un futur qu'on désire, ce qui peut renforcer l'espoir, la motivation. Ça donne une direction. Voilà. Se voir debout, la tête haute après l'épreuve, il a accepté de tomber, mais il s'est relevé. Ça donne un but vers lequel tendre. Et ensuite, sur un plan presque neurologique. Le cerveau, il ne fait pas toujours une distinction très nette entre une expérience qu'on imagine intensément et une expérience qu'on vit réellement. Ah oui. Donc visualiser le succès, ça peut commencer à câbler le cerveau pour ce succès. Mais ce qui est particulièrement intéressant ici, je trouve, c'est la connexion immédiate au présent que fait le texte. C'est-à-dire? Il dit « Et ce futur toi, c'est déjà toi, en train de naître à l'instant où tu écoutes ces mots. » Ça souligne que cette visualisation, c'est pas juste une rêverie pour s'évader. C'est pas juste s'imaginer loin. Non, c'est ancré dans les actions présentes. Chaque petit pas, chaque respiration consciente, chaque moment où on choisit de nourrir l'espoir. Ça contribue activement à construire ce futur toi.
D'accord. La visualisation devient alors un moteur qui donne du sens aux efforts actuels, même les plus petits. Donc, si on essaie de résumer un peu l'essence de ce message, les clés proposées, ce serait d'abord oser regarder la difficulté en face, la valider. Oui. Ensuite, s'ancrer dans le réel, le vivant, via le corps, le souffle. Mhm. Puis, cultiver activement l'espoir comme une flamme intérieure. On en est le gardien. C'est ça. Une autre clé importante, redéfinir le courage. Inclure la capacité à demander de l'aide. Essentiel. Ajouter à ça la stratégie réaliste et puissante des petits pas pour sortir de l'inertie. Oui. Et enfin, utiliser la projection mentale, la visualisation d'un soi résilient comme source de motivation. Et le message se boucle avec cette injonction finale qui fait écho au début, mais avec une autre charge. Regarde-toi encore une fois dans les yeux. Tu es plus fort que tu ne crois. C'est une excellente synthèse, oui, des étapes que propose ce texte. Il dessine un cheminement intérieur assez complet, de la reconnaissance de la douleur jusqu'à la reconstruction de l'espoir et de l'action. Ce qui est frappant, c'est cette double insistance. D'une part, sur la puissance et la responsabilité individuelle, les ressources sont en soi, c'est à soi de les activer. Et d'autre part, sur la reconnaissance que demander de l'aide, c'est un acte de courage. Oui, les deux aspects sont là. Exactement. Et ça m'amène à une question, peut-être pour prolonger la réflexion. Si la force intérieure est centrale, et si chercher l'aide extérieure est courageux, comment ces deux aspects s'articulent de la manière la plus fructueuse ? Bonne question. Est-ce que la résilience la plus profonde, elle ne se situerait pas justement dans notre capacité à naviguer entre ces deux pôles, à savoir quand puiser en soi, et quand et comment oser se tourner vers les autres, pour co-construire cette force? Le texte soulignait les deux, c'est vrai, mais leur synergie, ça reste un champ d'exploration personnelle qui est essentiel. Cette question de l'équilibre entre l'autonomie et l'interdépendance, elle est fondamentale, en effet. Savoir être son propre pilier tout en acceptant de s'appuyer sur les autres, c'est un défi constant, j'imagine. Tout à fait. Ce texte, en tout cas, il nous laisse avec une invitation claire à ne pas rester immobile, à croire en une possibilité d'avancer, même modestement. Une invitation qui est résumée dans ce simple mot final, continue.